Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre public en présence physique et bien sûr également sur Internet. Avant d'aborder l'ordre du jour proprement dit de notre conseil municipal, je voudrais vous proposer tout d'abord d'accueillir Pierre Durual, je vais y revenir, puis de rendre hommage à Angelo Valéry tout de suite après. Alors, Pierre Durual, je vais vous donner connaissance de la lettre qu'il m'a fait parvenir. Il est ici, installé donc derrière son pupitre. Son courrier donc est arrivé ici le 6 novembre. Il concerne la création d'un nouveau groupe d'élus au sein du conseil municipal. Madame la maire, suite à la démission de Monsieur Vantemsch en date du 29 septembre 2022, étant le suivant sur la liste unie pour Moissy, j'ai été appelée à le remplacer pour siéger au conseil municipal. Je vous informe que je souhaite effectivement siéger dans cette instance, mais au sein d'un nouveau groupe intitulé Une ambition pour Moissy. Je vous prie d'agréer, etc. Voilà, donc Pierre, eh bien écoute, bienvenue au sein en effet de notre conseil municipal. Peut-être pour ceux qui te connaissent peu ou mal ou voire pas du tout, quand même pas, mais tout de même, je vais rappeler un petit peu les différents mandats que tu as donc exercés au sein du conseil municipal de Moissy-Cramayel, puisque tu as été élu en 1977 et de 1977 à 1983, tu as été conseiller municipal. De 1983 à 2008, tu as été maire adjoint à l'environnement. Puis de 2008 à 2014, conseiller délégué à l'environnement et en charge de responsabilités importantes au CIVOM, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc tu connais parfaitement bien notre ville. Tu as déjà manifesté tout ton attachement, en effet, à Moissy, à son développement. Et voilà, en tout cas en mon nom personnel, je te souhaite la bienvenue. Je suis sûre qu'on travaillera bien ensemble. Bienvenue Pierre. Voilà, mesdames, messieurs, un moment plein d'émotions. Ce soir avaient lieu les obsèques d'Angelo Valéry à Évry-Courcouronnes. Voilà, il sera incinéré là-bas et ses cendres seront donc transportées dans le nouveau cimetière de Moissy-Cramayel. Alors Angelo Valéry, en effet, cela touche presque nous tous et nous toutes. Voilà, tout le monde l'a connu. Je vais vous rappeler un petit peu ses mandats, les responsabilités qu'il a eu à assumer au sein de notre collectivité et au niveau de l'agglomération. Il a été conseiller municipal à Moissy-Cramayel de 1989 à 1991 et très vite maire adjoint chargé des finances de 1991 à 2020. Il faut dire que sa formation, c'était les finances. C'était un haut fonctionnaire de la Direction générale des finances publiques. Son dernier poste, occupé jusqu'à ce jour, il était adjoint au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, numéro 2, du patron des finances publiques de l'Essonne. Donc, c'est vrai que c'est assez naturellement que Jean-Jacques Fournier, mon prédécesseur, lui avait proposé, lui avait même sollicité pour qu'il exerce donc la délégation des finances. Et il l'avait accepté. Donc, maire adjoint chargé des finances jusqu'en 2020. Tout récemment, il n'y a que en 2020 où il avait décidé de ne pas se représenter. Mais vous voyez qu'il avait fait un long parcours, notamment avec mon prédécesseur Jean-Jacques Fournier. Et puis, il avait un mandat également important au niveau de l'agglomération. Il a été conseiller communautaire et bien sûr, du temps de l'agglomération de Sénart, vice-président également en charge des finances. Sans trop de surprise, c'était un peu l'homme de confiance de Jean-Jacques Fournier, s'agissant des finances locales. Sa compétence était reconnue vraiment au niveau de l'ensemble de l'agglomération. Et donc, tout naturellement, il a été vice-président chargé des finances. Et puis est arrivée l'agglomération Grand Paris Sud 2016 avec un élargissement à de très nombreuses communes. Et là, donc, il a accepté de siéger comme conseiller communautaire, mais délégué en charge de l'évaluation des politiques publiques. Voilà. C'était une mission de confiance que lui avait confiée Michel Bisson à l'époque.
et dont il s'est parfaitement acquitté puisqu'il s'agissait d'évaluer les transferts entre l'agglomération, la nouvelle agglomération et les différentes communes. J'ajouterai qu'il a été très longtemps vice-président du CIVOM, le syndicat donc intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerre et des Sénards, que vous connaissez bien, donc qui gère les déchets urbains, notamment de Moissy-Cramayel. Donc voilà, toute une vie au service de la collectivité, de la chose publique. Pour ceux qui le connaissaient bien, on garde bien sûr un excellent souvenir. C'était un homme dynamique, souriant, autoritaire aussi. Et les fonctionnaires qui sont ici nombreux ce soir et qui étaient ce soir également présents à ses obsèques ne diront pas le contraire. Ils connaissaient son haut niveau d'exigence, mais en même temps son sens de la justice. Donc oui, très compétent, loyal, le sens de l'intérêt général, je viens de le dire. Et puis cette intelligence si pétillante, cette exigence professionnelle aussi, il a porté le budget de notre ville pendant des décennies, mesdames, messieurs. Et c'est lui qui a forgé notre méthode de travail. Et c'est lui qui nous a emmenés vers l'exigence. Aujourd'hui, c'est Julien qui lui a quelque part succédé avec le mandat de 2020. Mais je sais que Julien a eu à cœur de reprendre les grands préceptes d'Angelo Valérii et d'être fidèle donc également à sa façon de travailler. Voilà, et puis c'était également quelqu'un de proche des habitants. Il habitait notre commune depuis longtemps déjà, les années 80. Je me souviens, sa petite fille était à l'école avec la mienne, donc j'ai des repères comme ça, assez précis. Donc le début des années 80, et c'est vrai qu'il était proche des habitants, à sa façon, avec beaucoup d'humour. Il avait souhaité, comment dire, participer à toutes les visites de quartier, être quelque part le référent de la politique citoyenne, de citoyenneté, de notre conseil municipal. Oui, il était très proche des habitants et toujours très passionné et toujours comme une profession de foi d'être au service de tous, dans la plus grande impartialité, la plus grande équité. Voilà, moi, ce que je peux dire d'Angelo Valérii, voilà comment je l'ai perçu, voilà comment pendant des années, directement ou indirectement, j'ai été avec lui, nous avons été compagnons de route, comme on dit. Et c'est vrai que sa brutale disparition a été un choc pour nous tous et pour nous toutes. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir exprimé très nombreux vos condoléances à sa famille, d'avoir également eu des propos très, très laudateurs à son égard, et c'était bien le moindre, donc merci beaucoup. Vous dire que nous avons ouvert un registre de condoléances dans le hall de la mairie pour voilà, les personnes qui souhaiteraient témoigner, qui ne pouvaient pas être présentes ce soir à ces obsèques. Voilà, bien sûr, vous dire aussi qu'on sera très, très attentif à sa famille qui est durement touchée. Il était jeune, 67 ans, je crois. Il était bien jeune. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire, vous rappeler. Et je vous propose maintenant d'observer une minute de silence en mémoire d'Angelo Valérie. Je vous remercie. Bien, nous sommes nombreux ce soir, le quorum est atteint. Quelques pouvoirs sans doute, je vais vous en donner lecture. Alors, Madame Valérie Régana pour Patrick Necker, Madame Waïba Afouf pour Julien Kawan, Madame Audrey Thébault pour Julien Béraud et Madame Touria Bami pour Madame Corinne Marche. Et je crois que... Voilà, secrétaire de séance, Madame Riodin, merci. Alors, le procès-verbal du conseil municipal du 2 octobre 2023, est-ce qu'il y a des
Remarques? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, il est adopté. Je vous en remercie. Ensuite, la liste des décisions de la maire. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas également. Je vous remercie. La liste des marchés, dans le cadre donc du compte-rendu de la maire, de sa délégation de pouvoir. Il y en avait fort peu, 2 seulement à ce que je vois. Des questions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Le tableau récapitulatif du non-exercice du droit de préemption urbain, il s'agit d'en prendre connaissance. Des questions, peut-être? Non. Voilà. Ça bouge un petit peu du côté de notre parc d'activité du Château d'Eau, je crois. Voilà, mais c'est plutôt bien. Les transferts de propriété. Voilà. Et puis donc, l'ordre du jour du conseil municipal. Alors, c'est un conseil municipal un petit peu spécial. Peu de points, mais ils sont importants puisque nous allons démarrer par le vote du débat d'orientation budgétaire 2024 sur la base d'un rapport d'orientation budgétaire. Donc, c'est le débat qui précède donc, le vote sur le budget qui aura lieu au conseil municipal de décembre prochain. Et je vais demander à Julien Béraud de bien vouloir rapporter. Petit instant technique. Oui. Donc pour les pardon. Bonsoir à toutes et tous. Pour les orientations budgétaires 2024, comme traditionnellement, Madame la maire le disait, vote au conseil municipal du 18 décembre prochain. On est bon. C'est bon. Oui. Mais c'est peut-être suffisant. Je ne l'ai pas, Aziz. Oui, mais j'arrive pas à accéder au menu comme j'ai. Mode lecture. Plus haut. Ouais. Merci. Bon, ça change pas grand-chose. Oui, mais il faut que je joue après. Oui, il faudra que je joue entre-temps. Pardon pour les soucis techniques. Donc, présentation du débat d'orientation, du rapport d'orientation budgétaire et donc qui donnera lieu à débat pour la préparation du budget 2024. Donc, comme de manière traditionnelle, présentation d'un PowerPoint où nous reprenons le contexte national, le contexte local et ensuite nous proposons les orientations sur les 2 sections de notre budget. En termes de contexte national, prévision de croissance du projet de loi de finances, croissance 2024 prévue à 1,4% pour l'année prochaine, qui a fait l'objet d'une critique du Haut Conseil aux finances publiques, qui l'estime de son côté à 0,8% et qui donc estime les prévisions du gouvernement à ce stade assez optimistes. Après une inflation soutenue en 2023, toujours une stabilisation des prix qui pourrait intervenir en 2024. On le voit, l'inflation sur un certain nombre de dépenses stagne un petit peu. Sur d'autres, on le verra notamment à l'occasion de la DM1 qu'on présentera un peu plus tard. On connaît des évolutions et encore une inflation assez soutenue. Toujours une pression sur les approvisionnements en énergie qui devrait perdurer sur l'année prochaine. Une pression sur le pouvoir d'achat des ménages qu'on connaît maintenant malheureusement depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine et des taux d'intérêt qui devraient demeurer élevés. Ils sont aujourd'hui aux alentours de 4,2, 4,3 sur les emprunts qu'on peut demander. Les orientations nationales en 2024, des recherches de pistes d'économie par l'État, 16 milliards d'euros qui ont été inscrites dans le projet de loi de finances
Il est demandé aux parlementaires de trouver encore 1 milliard d'euros supplémentaires. Si j'osais, je dirais encore faut-il qu'ils aient la parole, puisque le déclenchement successif de 49.3 ne permet pas forcément de débat à l'Assemblée nationale. La dotation globale de fonctionnement, la DGF, a été annoncée en réévaluation de 220 millions d'euros, mais on est donc en deçà du niveau de l'inflation connue. La fin des filets de sécurité et amortisseurs électricité qui était prévue dans le budget 2023, mais qu'on ne retrouve pas dans le PLF, projet de loi de finances pour 2024. La loi de programmation des finances publiques 2023-2027. Vous savez, c'est cette loi qui a été présentée par le gouvernement en septembre 2022, qui n'a pas obtenu la majorité à l'Assemblée, qui est revenue en septembre de cette année et qui a fait l'objet d'un 49.3 cet après-midi, déclenché par le gouvernement. Donc, motion de censure traditionnelle, mais bon, on s'attend à ce qu'elle soit adoptée. Et cette loi de programmation des finances publiques vient préciser que les collectivités devront contribuer à la réduction du déficit public, les modalités restant, comme toujours, à définir. Le fonds vert, on en parle depuis 2 ans, qui est porté à 2,5 milliards d'euros pour favoriser la transition écologique. Et je dois dire que notre capacité à avoir des dossiers prêts sur Moissy nous permet d'émarger à ce fonds. Une indexation des valeurs locatives pour la partie ménage et établissements industriels qui est aujourd'hui estimée à 4%. Donc revalorisation des bases de 4%. C'était 3,2 de mémoire l'année prochaine, 7,1 cette année. Donc à ce stade, 4% estimé au titre du PLF. La revalorisation des rémunérations des agents des collectivités, on en a déjà parlé. L'attribution de 5 points d'indice supplémentaires à partir de janvier 2024 pour l'ensemble des agents, toutes catégories confondues. On a déjà connu plusieurs évolutions du SMIC au cours de l'année 2022 et 2023 et la hausse du point d'indice de 1,5% en juillet de cette année et une attribution de 5 points au début de l'été pour les agents publics le plus faiblement rémunérés. D'autres annonces pourraient intervenir. Si vous regardez la presse, le ministre de la Transformation et de la fonction publique est sous pression permanente pour proposer de nouvelles revalorisations des agents publics. J'ai oublié de dire que dans la loi de programmation des finances publiques, le gouvernement table sur une réduction du déficit public à 2,7% en 2027. Je laisse chacun apprécier ce qui l'en est. Sur le contexte communal, l'impact des coûts en approvisionnement d'énergie, on en parle maintenant depuis plus d'1 an. 2 452 000 euros inscrits au budget 2023, BPBS, contre 797 000 euros en 2021. Donc vous le voyez, on est sur des charges qui représentent 28% de notre budget cette année contre 12,5% en 2021. Le dynamisme de la fiscalité locale qui se confirme pour l'année prochaine du fait d'une part de la revalorisation des bases au niveau national, je le disais au niveau de 4%, mais aussi dynamisme du bâti économique et des constructions de logements, ce qui devrait représenter une hausse de 640 000 euros de recettes l'année prochaine sur les 3 taxes locales, principalement, vous le savez, la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation a disparu cette année pour l'ensemble des habitants. Croissance modérée de la population, plus 133 habitants entre 2022 et 2023 pour s'établir au dernier recensement à 18 117 habitants. On attend les chiffres pour l'année prochaine qui nous seront communiqués en même temps que nos notifications de dotation globale. Fréquentation en hausse des services à la population, là aussi on le verra dans le cadre de notre décision modificative numéro 1. Une hausse remarquée de la fréquentation de la restauration scolaire, plus 5,5% par rapport à la rentrée 2022, sous le contrôle de Florence. C'est 350 élèves supplémentaires par semaine. On revient à nos niveaux d'avant-crise sanitaire. Et puis aussi, on a une population qui augmente, donc forcément, plus d'enfants qui se rendent à la cantine. Sur les orientations proposées pour le budget 2024.
En section de fonctionnement, deux idées fortes sur les recettes. J'y viens tout de suite. C'est l'engagement que nous avions pris lorsque nous avons dû augmenter les taux de fiscalité cette année de manière exceptionnelle après 14 ans sans augmentation et même une baisse en 2019. La décision d'augmenter la fiscalité locale, notamment la taxe foncière. Nous avions dit à cette occasion, Madame la maire, que nous ferions tout dans le cadre du budget 2024 pour revenir au taux antérieur de 2019, en réalité qui était applicable 2019, 2020, 2021, 2022. C'est une orientation qu'on propose dès maintenant pour l'année prochaine. Également, deuxième idée forte sur les prévisions de recettes pour l'année 2024, le gel, si je peux utiliser cette expression, des tarifs municipaux fixés en 2023. Donc pas de hausse des tarifs municipaux, sauf recalcul forcément du quotient familial par les habitants, mais les taux planchers et plafonds demeurent, ainsi que les tarifs et le taux d'effort également n'évoluent pas à la hausse, ils restent donc stables. Ça, ce sont les deux idées fortes sur les recettes pour l'année prochaine. Également, la fin d'un certain nombre d'exonérations sur le foncier bâti dont bénéficiaient les nouvelles constructions pour 2 années. Vous vous en souvenez, nous avions voté à la demande de l'État qui nous avait demandé de délibérer sur un taux d'exonération entre 40 et 100%. On avait fixé l'exonération la plus basse pour 2 ans. On a un certain nombre de nouvelles constructions qui donc vont revenir en imposition et rapporter des recettes supplémentaires sur l'exercice 2024. Une évaluation prudente de l'ensemble des dotations, subventions et participations. On préfère les bonnes nouvelles en cours d'année que les faux espoirs de dotation à la baisse. On ne sait jamais ce qui peut intervenir au cours d'une année de gestion. Donc, une évaluation prudente à ce stade du ROB. Poursuite des partenariats pour la mise en œuvre de nos actions communales, notamment on pense à la CAF, qui est un partenaire important dans un certain nombre de dispositifs, et on le voit assez régulièrement dans le conseil municipal avec les collègues qui peuvent nous le présenter sur la crèche, sur la jeunesse, sur l'enfance, un certain nombre de crédits intéressants à aller récupérer. La poursuite de l'optimisation des recettes, notamment le renforcement du recouvrement des prestations des services municipaux. On en a déjà parlé, nous avons un certain nombre d'impayés et nous faisons un maximum avec les services que je remercie parce que c'est une mobilisation de chaque instant, j'allais dire, pour aller réclamer les sommes dues. En matière de dépenses sur la section de fonctionnement, maîtrise de l'ensemble des dépenses des services au niveau du budget primitif 2023, afin de limiter notamment les conséquences de l'inflation qui, je le disais, perdure, pardon, j'agrandis un peu. Poursuite de la gestion raisonnée et surveillée des dépenses d'énergie, le plan sobriété que nous avons mis en place dès l'année dernière, au moment où tout s'est un peu envolé et que on voyait que les prix allaient nous impacter fortement. Un certain nombre de mesures qu'on avait eu l'occasion de présenter, la baisse des degrés, voilà, un certain nombre d'éléments qui permettent de dépenser mieux en matière d'énergie. Prise en compte des dépenses incompressibles sur les produits alimentaires, les contrats de maintenance, la participation au SDIS, qui sont des dépenses fortement impactées par l'inflation. Le maintien de la maîtrise des charges de personnel pour limiter l'impact des revalorisations réglementaires des rémunérations. On le dit à chaque fois, on se réjouit pour les agents, mais il faut que la collectivité rajoute les montants nécessaires pour le paiement. Prise en compte enfin en matière de dépenses de fonctionnement d'un niveau élevé des taux d'intérêt. Et ils ont augmenté, on le dit, depuis 1 an fortement. Nous avons 33% d'encours à taux variable. On était à 45% au début du mandat. Donc le rééquilibrage vers des emprunts à taux fixe se fait. D'un point de vue de la santé financière, c'est très bien d'avoir une inversion de cette courbe. Mais sur les emprunts à taux variable, nous avons un impact des taux d'intérêt à la hausse. Pas que j'aille trop vite. Un diagramme sur les recettes réelles de fonctionnement, donc peut-être pas y aller ligne à ligne, mais juste dire que le total des recettes réelles de fonctionnement au budget primitif 2023, nous étions à 27 628 000. Pour la prévision 2024, nous sommes à 28 millions 4, soit un écart de quasiment 790 000 euros supplémentaires. Le gros de la masse étant sur la fiscalité locale et les dotations aux participations
dotation et participation, vous savez, c'est la part de TH, de taxe d'habitation, que nous reverse l'État sous forme de compensation. Donc ça ne rentre plus en fiscalité, mais bien en dotation et participation, et qu'on retrouve à ce niveau-là. En matière de fiscalité, je le disais, donc le retour au taux antérieur avant 2023 et la hausse que nous avions réalisée de 2%. Donc retour au taux d'imposition 2019 qui est rendu possible par le dynamisme de nos bases fiscales et l'attention qu'on porte à la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Je le disais, maintien au niveau de 2023, tout en conservant une qualité de service. En matière de dépenses réelles de fonctionnement, vous le voyez, nous étions à 26 927 000 dans le budget. Je parle bien de dépenses réelles de fonctionnement. Nous étions à 26 927 000 dans le budget primitif 2023. Nous prévoyons un budget primitif à 27 676 000, soit 749 000 € de dépenses supplémentaires l'année prochaine. Vous le voyez, principalement un impact sur les dépenses de personnel, plus 664 000 € pour un montant global de 17,9 millions en 2024, soit 65% des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité. On est au-dessus de la strate de communes de même type. On aura l'occasion de le voir dans le budget qu'on présentera au mois de décembre. Mais on est fortement impacté sur ces éléments-là par les décisions réglementaires de l'État. Et je le redis, on s'en satisfait pour les agents. Les dépenses de fonctionnement, les charges de personnel, si on y vient un peu plus en détail, donc je le disais, 17,9 millions, c'est 3,86% de plus par rapport au BP 2023. Et nous prévoyons en 2024 2 emplois supplémentaires, un emploi de régisseur pour la gestion du marché en centre-ville et un emploi au service informatique qui est financé par un redéploiement de crédit. Vous le saviez, on avait une location de chariots dans les écoles. On est passé à l'achat et le gain que nous réalisons permet de financer ce poste au service informatique qui en a bien besoin dans une période où on peut voir un peu partout des attaques informatiques. Nous ne sommes pas touchés, fort heureusement, mais autant avoir tout entre les mains pour s'en préserver. En synthèse sur la section de fonctionnement, donc le retour au taux d'imposition de l'année de 2022 et antérieurement, en 2019, suite à la baisse de 2019, le maintien des tarifs municipaux, un dynamisme de recettes, principalement sur les recettes fiscales, poursuite des maîtrises de la dépense malgré le contexte inflationniste, les effets positifs du plan de sobriété, l'attention particulière sur les dépenses de personnel qui constituent, je le disais, 65% de nos dépenses réelles et qui peuvent encore être impactées sur l'exercice 2024 par des décisions qui seraient extérieures à la commune. Et la pression inflationniste, je n'y reviens pas, mais quand même un impact sur nos marges d'autofinancement et donc de financement de nos investissements. En matière de recettes d'investissement, des subventions des partenaires publics sont attendues. Une recette exceptionnelle de Grand Paris Sud, fonds de concours de 400 000 € pour la seconde année. Vous le savez, pour les plus attentifs de Grand Paris Sud, la solidarité financière qui a été redéfinie en 2021-2022, octroyait à un certain nombre de communes des crédits en investissement. Et la ville de Moissy avait droit à émarger à hauteur de 800 000 €. 400 000 € déjà sur 2023, une deuxième phase l'année prochaine de 400 000 €. Pour les travaux de rénovation thermique des bâtiments, un montant de 554 000 € au titre du fonds vert. J'en parlais tout à l'heure sur les 2,5 milliards qui ne sont pas tous pour Moissy, je vous rassure. 554 000 € au titre du fonds vert pour la rénovation du groupe scolaire du Noyer-Perrot. 195 000 € d'ores et déjà notifiés pour la dotation de soutien à l'investissement local, la DESIL, pour la rénovation de la salle de danse du groupe scolaire de l'Uni.
Quelques crédits au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour la rénovation des portes de la cuisine centrale, 65 000 euros, et des subventions que nous allons aller chercher pour la création de la maison médicale qui devrait être perçue sur le triennal 2024-2026 entre investissement et fonctionnement. Le fonds de compensation de la TVA, le FCTVA, estimé à 250 000 euros pour l'entretien courant. Tous ces chiffres s'affineront dans le cadre du budget. Au titre des travaux de construction des nouveaux vestiaires de football, 214 000 euros. Je vous rappelle cette opération qui a été inaugurée en septembre de mémoire, Philippe. Donc le coût des travaux nous rapporte en FCTVA 214 000 euros. 32 000 euros au titre du solde des travaux sur le groupe scolaire de l'UNI. Vous le savez, on avait percé déjà des grosses sommes 2022, surtout 2023. 68 000 euros au titre de la première tranche de l'acquisition du local de la future maison médicale. Je crois que nous y revenons un peu plus tard ce soir. Monsieur le Premier maire adjoint. La taxe d'aménagement qui est évaluée à autour de 200 000 euros. L'autofinancement, je vous le rappelle, de par l'autofinancement obligatoire pour nos amortissements, 1 265 000 l'année prochaine. Un autofinancement qui peut être volontaire et complémentaire. À l'heure du ROB et du budget, pas d'autofinancement complémentaire au stade du BP. Voilà, on l'avait fait l'année dernière. On n'a pas pu le faire cette année. On reste prudent à ce stade. Sur l'emprunt, déblocage d'un emprunt limité à un maximum de 1 200 000 euros afin de poursuivre le désendettement de la commune. Nous l'avions inscrit dans le ROB 2023. Nous sommes toujours à 1,2 million sur la trajectoire à 3-4 ans. Les dépenses d'investissement prévues l'année prochaine, l'inscription du remboursement au capital de la dette à un peu plus d'1 800 000 euros avec une trajectoire descendante sur les années à venir, puisque si nous empruntons 1,2 million et que nous remboursons 1,8 million, et progressivement ça va diminuer. Contenir les dépenses ordinaires de gros entretiens et d'acquisition à des niveaux que nous avons connus. Sur les opérations un peu plus exceptionnelles d'investissement pour l'année prochaine, il n'y a pas de grande surprise, c'est l'application de notre programme. La création d'une maison médicale, deuxième phase, pour 478 000 euros. Une première phase de la rénovation énergétique du groupe scolaire du Noyer-Perrot pour 832 000 euros. La rénovation de la salle de danse du groupe scolaire de l'Uni pour 322 000 euros. Vous voyez qu'on est sur des opérations quand même qui sont largement subventionnées. 544 000 euros sur le Noyer-Perrot sur 832 000. C'est un taux de subventionnement plutôt intéressant. Une première phase d'installation de systèmes de vidéo de protection supplémentaires pour 100 000 euros. La fin des travaux de rénovation des portes de la cuisine centrale, on l'a vu tout à l'heure, et l'engagement de frais d'études pour la réhabilitation du gymnase des Prés-Brûlés pour 30 000 euros. En conclusion, pour ce débat d'orientation budgétaire pour 2024, nécessité d'un maintien de vigilance sur l'évolution des dépenses de fonctionnement. On le disait, sobriété énergétique, inflation. Il faut garder un œil sur tout ça et tout cela est surveillé. Priorisation des investissements avec des opérations fortement subventionnées. J'avais fait un teasing, désolé, je m'étais un petit peu avancé, c'était dans la page d'après. Donc je ne reviens pas sur le Noyer-Perrot, 80%. Un recours limité à l'emprunt afin de poursuivre le désendettement de la commune ainsi que nous y étions engagés et l'attention portée à la maîtrise des dépenses de fonctionnement conjuguée avec le dynamisme de nos bases foncières qui permet de diminuer le niveau d'imposition que nous avions dû augmenter cette année et revenir au taux antérieur là où d'autres avaient augmenté dès le début du mandat. Nous, on a la chance de pouvoir avoir augmenté une année et de redescendre tout de suite puisque nous avons une gestion maîtrisée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. Donc, pour faire court, ça va mieux que l'an dernier. Beaucoup mieux. Voilà. Merci pour cette présentation. Le débat est ouvert. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Duez. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. Comme tous les ans, on ne va pas être d'accord avec votre budget, vos orientations, mais ça, vous êtes la majorité, vous décidez ce que vous voulez faire. J'ai juste quelques petites questions par rapport
La redescente des taux, ça représente à peu près 300 000 euros, c'est ça c'est ça? D'accord. Donc, c'est 300 000 euros qu'on ne récupérera pas sur cette année. Donc, c'est perdu, entre guillemets, pour les moissiens. Je comprends le contexte. Hein, c'était une petite... pour vous embêter un petit peu. Mais plus sérieusement, les moissiens, l'année dernière, se sont pris quand même 7% qui ne sont pas de votre faute de l'État, mais quelque part, vous en profitez quand même pour redresser un peu les finances. Les 2%, on les diminue. Pour l'année prochaine, il y a une perspective à plus de 4%. Une bonne gestion ou une petite amélioration, ça aurait été bien de baisser un peu les taux, parce que comme je pense que je l'aurais par rapport au budget du mois de décembre, j'aurais, comme je les ai demandé l'année dernière et l'année d'avant, la moyenne des taux des villes de même strate. Ça fait toujours bien de comparer. On m'avait dit que vous me l'aviez fournir, mais je ne l'ai pas eu sur celui-ci, si je ne me trompe pas. Donc pour le budget, si ça serait bien pour une meilleure visibilité pour tous les moissiens, de voir les taux par rapport aux villes de même strate. Autre question par rapport aux investissements, c'est quasiment que des subventions. Les projets sont subventionnés. Si je pars bien, d'accord. Donc voilà. Ça, c'est un point positif. On va dire que la recherche de toutes les subventions, c'est positif. Une autre question, si demain, on arrête la bétonisation de notre ville, on fait comment? Parce que comme vous parlez de dynamisme, du dynamisme fiscal de notre commune, c'est un résultat des constructions. Sans ça, il n'y a pas de dynamisme sur cette augmentation sur cette année. C'est une question. Voilà, puisque à terme, théoriquement, il y aura 2400 logements sur la ZAC de Chanteloup. Si je ne me trompe pas, 6000 habitants ou un peu moins. Voilà, à venir. Donc, ça serait bien de se projeter. Mais ce qui est un peu désolant, c'est que le dynamisme de notre fiscalité, ça dépend que des constructions. On va vous répondre, monsieur. Oui, bien sûr. On va vous répondre. Je vous remercie. Ainsi que mon collègue Julien, vos questions. Merci. Après, la perspective de l'augmentation énergétique, des taux d'intérêt, c'est vrai que d'une année à l'autre, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Il y a des événements qui se passent un peu partout dans le monde. On peut très bien se retrouver demain avec une flambée. Dans ces cas-là, on fait comment? Voilà, je sais pas, c'est pas du tout, oui, c'est pas polémique ce que je dis. Vu le contexte international, tous les jours il y a une mauvaise nouvelle, il y a toujours un drame, il y a toujours voilà. Comment peut-on faire? Surtout quand il n'y a pas quand on peut plus mettre entre guillemets d'argent de côté, même pour la commune. Voilà, c'est une vraie question, c'est pas polémique. Donc après, il y a des orientations qu'on pourrait discuter sur la sécurité ou autre. Quand je vois qu'il y a beaucoup plus de contractuels dans le personnel, quand j'ai vu par exemple en 2021 ou 2022, il y a plus de 50 contractuels supplémentaires. Donc quelque part, c'est de la précarisation des salariés. Je peux l'entendre. Les revalorisations, elles sont pas dues pour certains postes à cause de ça. Mais quelque part, c'est toujours des charges financières pour la commune, mais c'est aussi une sorte de précarité pour les agents. Je sais qu'on ne peut pas tout faire, mais à un moment donné, on sait très bien que quand on veut construire un avenir pour quelqu'un ou pour des agents qui se donnent à fond pour la commune, ça je ne remets pas en cause, mais à un moment donné, ça peut poser problème pour beaucoup de gens. La contractualisation des emplois, moi aussi, parce qu'on peut faire baisser artificiellement les charges du personnel, mais à un moment donné, il va falloir que, si je peux avoir au moins une explication sur le fait qu'on ait quand même doublé le nombre de contractuels sur Moissy. On était à 300, attendez, excusez-moi, sur les chiffres que vous me donnez. Par exemple, sur un total, en 2021, en total, on était à 380, on se retrouve à 420. Agents contractuels, 56 en 2021, 106 en 2022. Voilà, donc, si je peux avoir aussi une réponse là-dessus. Et au niveau on reviendra après sur la maison médicale, parce que j'ai pas mal de questions à poser. Mais comment ça s'appelle, le souci des financements, à un moment donné, on ne peut pas toujours se baser sur la subvention. Il y a des projets, par exemple, dans votre programme, vous aviez parlé de faire une maison, une salle des fêtes. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, c'est votre programme. C'était très bien, on était sur la même ligne. Ça, on ne le voit plus. Après, est-ce que c'est par rapport au contexte ou c'est quelque chose qui peut être en perspective? Voilà, c'est une question pour l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Duez. Vous dressez en effet un ensemble de questions, de réflexions très vastes.
Après tout, c'est vrai que c'est le moment, hein, on échange sur notre futur budget municipal. Bah, d'abord, je vous remercie de prendre acte du contexte national et international fluctuant. C'est vrai qu'on subit. L'année dernière, on a subi l'augmentation du coût des fluides. Souvenez-vous, l'électricité, le gaz. Je me souviens, on avait déménagé les bureaux ici même, on en avait fermé certains qui étaient trop difficiles à chauffer. Cette année, on a desserré un peu l'étreinte, mais on reste sur de bonnes habitudes qui ont été prises en matière d'économie d'énergie. Je pense à des gymnases qui sont fermés pendant les vacances, par exemple. Voilà. Bon, bref, en effet, on a subi de plein fouet l'année dernière l'envolée donc des prix de l'énergie, ce qui fait qu'on a été contraint, on a été surpris, c'est vrai, comme beaucoup, hein, on a été contraint d'augmenter légèrement la fiscalité. Cette année, les informations sont meilleures, l'énergie coûte moins cher. Les bonnes habitudes sont conservées et aujourd'hui, on fait des économies par rapport à nos dépenses, hein. Je parle sous le contrôle de notre DGS. On fait des économies de 600 000 euros donc en termes de frais d'énergie par rapport aux dépenses donc d'avant la crise donc énergétique. Donc voilà, on a finalement, vous savez, parfois les crises, ça a du bon. On est obligé de se remettre en cause, on est obligé de revisiter nos pratiques, etc. Donc oui, c'est en mettant tout cela bout à bout, le contexte international, mais également des mesures prises de bonne gestion, que l'on arrive à mieux contraindre notre budget. Et puis oui, on a une fiscalité dynamique, Monsieur Duès, j'attire votre attention. On a la chance, cette fiscalité dynamique, de l'avoir surtout reposée sur un dynamisme des implantations industrielles. On a vraiment encore du foncier disponible à Moissy et donc on a des rentrées d'argent frais, si je puis dire. Voilà, hein. Et ma foi, je crois que c'est comment dirais-je, une caractéristique de notre territoire qui va perdurer encore quelques années, même si on n'est plus sur la commercialisation, je dirais, de grands parcs d'activités, mais il reste quand même des opportunités. Et puis parfois, les entreprises se reconstruisent sur des sites abandonnés, des friches, etc. Donc, notre fiscalité, le dynamisme de notre fiscalité, il est surtout là. Parce que s'agissant des nouveaux logements, j'avais un chiffre tout à l'heure qui m'a surpris. Je le connaissais, mais je vous invite à vous y attarder. Finalement, en termes de nouveaux habitants, entre 2022 et 2023, je l'ai noté tout à l'heure, c'est seulement 133 nouveaux habitants. Donc, c'est bien, si vous voulez, la traduction que nous n'avons pas une urbanisation voilà, débridée, hein, et que on se contente, comme par exemple actuellement sur le site de l'ancienne station-service, hein, qui a quitté Moissy, on se contente, j'allais dire, eh bien, en effet, de développer des opérations en accession à la propriété, eh bien parce que une ville, elle doit aussi offrir à ses habitants, aux enfants de ses habitants, donc la possibilité de se loger. Donc voilà, on regardera si vous le souhaitez, on vous apportera des compléments d'information sur ce dynamisme fiscal, mais ce que je veux un petit peu vous dire. Sur la précarité des agents à Moissy-Cramayel, écoutez, la structure de nos ressources humaines n'a pas changé. Il y a toujours un volet effectivement d'agents qui ne sont pas donc des agents titulaires parce qu'il y a des postes qui nous permettent pas de titulariser. On pense à des animateurs où on a besoin de vacations, des postes assez pointus, mais qui ont donc, je dirais, une amplitude limitée. Mais voilà, là, je tiens à vous rassurer également, mais Madame Kiatol me disait qu'elle se tenait à votre disposition pour vous rassurer sur cet aspect des choses et sur la précarité des agents. Vous savez, on a un conseil technique, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, un conseil technique et social. L'ambiance est très sereine, hein. On se parle beaucoup avec les représentants du personnel. Chacun fait des efforts pour comprendre le point de vue de l'autre. Et de mon point de vue, à moi également, je trouve que l'ambiance est assez sereine, même si c'est pas toujours facile. Après, ben, vous le faites remarquer, on a été élu en 2020, vous étiez candidat en 2020 sur un programme. Et puis, ben, je crois que ce mandat municipal, il restera dans toutes les mémoires comme un mandat municipal un peu tronqué. Parce que finalement, pendant 2 ans, mesdames, messieurs, 2020, 2021, la crise sanitaire, son impact, voilà. 2022, la guerre en Ukraine, son impact, on parlait du coût de l'énergie. 2023, enfin voilà, ça n'en finit pas. Oui, vous avez raison, ça n'en finit pas. Mais en tout cas,
C'est vrai que par rapport à ça, par rapport au renchérissement de l'argent coûte plus cher qu'il y a 2, 3 ans. C'est vrai que de manière tout à fait raisonnée et raisonnable, nous nous sommes dit que la salle des fêtes, elle attendrait peut-être encore quelques années. Oui, c'est vrai. C'est vrai, nous avons eu ce débat-là au niveau de notre groupe majorité, au niveau de notre liste, et on s'est dit qu'il était plus raisonnable, eu égard à l'incertitude des temps actuels que vous avez souligné vous-même tout à l'heure. Il était certainement préférable de repousser cette réalisation, puis peut-être de l'envisager différemment. Après tout, on a un beau patrimoine dans notre ville qui mérite peut-être, et je fais allusion à la ferme de Lugny, qui mérite peut-être d'être regardé différemment et dans lequel on pourrait accueillir de nombreuses activités culturelles et associatives. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt intelligent, entre guillemets, de se remettre en cause, de se poser des questions, de s'adapter, de faire preuve d'agilité par rapport à toutes ces dimensions qui s'imposent à nous. Voilà ce que je voulais vous dire d'une manière un peu générale. Je laisse le soin peut-être à Julien ou à certains collègues de compléter. Oui, je vous remercie d'avoir relevé, je vous remercie vraiment. Je pense mes remerciements, en fait, ils s'adressent vos remerciements s'adressent à l'agilité de l'administration qui a vraiment la capacité à mobiliser les subventions. Oui, nous mobilisons très bien les subventions à Moissy-Cramayel. Ça aussi, ça contribue largement, grandement, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il n'y a plus de taxe d'habitation, donc il faut compenser et aller chercher l'argent auprès de l'État. Et ça, c'est vrai qu'on a un vrai savoir-faire, une véritable agilité qui nous permet quand même, malgré le contexte et malgré le peu d'autonomie financière des communes de ce pays, qui nous permet quand même donc de conserver des projets importants pour la satisfaction des besoins de nos habitants. Voilà, Julien, si tu veux compléter peut-être. Oui, deux éléments sur les données, juste rappeler un peu tout le monde à la prudence. Quand on prend les chiffres de 2021, Madame la maire le disait, on était dans un contexte très particulier. Donc, les chiffres du budget 2021, en effet, si on reprend nos comptes, nos comptes 2020-2021, mais voilà, 2021, on avait une CAF négative de moins 76 000 euros. On a redressé la barre l'année dernière pour atterrir à 691 000 euros. C'est un peu la même réflexion sur les emplois. 2021, on a connu des fermetures d'écoles, voilà, dues à des confinements. Donc, un appel à la prudence globale. Sur votre remarque sur les taux qui, en effet, peuvent bouger, et Lindmine le disait, ça fait 3 ans et demi qu'on va de crise en crise et de surprise en surprise. Comment on fait si on a une nouvelle flambée des taux? C'est déjà depuis 2020 avoir pris à bras le corps le sujet du rééquilibrage entre prêt à taux fixe et prêt à taux variable. Je le disais tout à l'heure, on était à 55-45, on est aujourd'hui à 67-33, 67% de taux fixe, 33% d'emprunt à taux variable. On continue dans les emprunts qu'on fait aujourd'hui à aller sur du taux fixe. On ne va pas aller sur du taux variable dans un contexte comme ça. Donc voilà, ces éléments-là à rappeler. Le travail est engagé depuis 2020 et on s'y prépare. Et si par malheur il arrive quelque chose, on fait en sorte que les fondations demeurent solides à Moissy, puisqu'elles sont solides. On a eu l'occasion de le dire à maintes reprises. La DGFiP nous le dit. Voilà. Merci. Est-ce que j'ai des collègues qui veulent intervenir sur ce qui concerne leur secteur d'activité? Non. Les travaux, monsieur le conseiller en charge des travaux? On arrive quand même à financer, bon an, mal an, un petit peu de voirie, beaucoup de consolidation, de rénovation d'équipements. Là-dessus, on a beaucoup de subventions, il faut dire. On arrive à mobiliser. Donc, c'est vrai que c'est notre priorité, et singulièrement les groupes scolaires, bien sûr. Voilà, c'est ce qui occupe, j'allais dire, l'essentiel de nos dépenses d'investissement. Oui, Betty? Oui, il est intéressant de voir dans les opérations qui sont prévues pour ce prochain exercice budgétaire, de s'attaquer à une rénovation comme celle du Noyer-Perrot en phase 1, un groupe scolaire qui est pas très bien placé du point de vue de sa consommation énergétique par rapport à l'analyse de l'ensemble des équipements. Donc, c'est un bon choix, c'est un concours au plan de sobriété énergétique, puisqu'il y a des phases fonctionnement, mais il y a aussi des phases lourdes en matière d'investissement. Donc là, on va avoir le Noyer-Perrot, la salle de danse A aussi,
qui va bénéficier donc par l'intermédiaire de ces travaux d'une bonne rénovation énergétique. Et ça, c'est extrêmement important. Ça concourt à une meilleure sobriété, une meilleure consommation et des investissements responsables. Voilà, y a-t-il d'autres commentaires? Non, je n'en vois pas. Oui, Julien? Moi, je voudrais que ça s'appelle appuyer sur la politique, vous remercier, Madame la maire, sur la politique d'accession sociale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Île-de-France, on a plus de 780 000 ménages qui sont demandeurs de logements sociaux. C'est en moyenne une augmentation de 100 000 demandes sur 5 ans. Et pouvoir offrir des logements en action sociale à des moisséens, je pense que c'est une bonne chose. Et voilà. Merci Julien, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de cette crise du logement social. On fait des films en hommage à l'abbé Pierre en ce moment et c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène, qu'il n'a jamais vraiment quitté, hélas, et qui est plus crucial que jamais. Notre ville, merci Julien de le rappeler, a beaucoup donné en l'espèce. Il faut saluer le courage des municipalités précédentes. Cela dit, plus de 30% de logements sociaux à Moissy-Cramayel, c'est beaucoup. C'est vrai qu'on s'était engagé et j'espère qu'on pourra tendre vers le respect, simplement le respect de la loi, c'est-à-dire 25% à la fin de ce mandat, en ayant rééquilibré, en ayant construit des opérations de logement, certes, et c'est important de continuer à construire du logement, mais dans le cadre de l'accession à la propriété. Là aussi, c'est un équilibre, en effet, et c'est vrai que malheureusement, c'est pas Moissy-Cramayel seul qui pourra répondre à la demande terrible en matière de logement social. Moi, je sais pas comment le dire, mais comment ne pas faire appel à ces villes qui ne respectent pas la loi, qui ne construisent pas de logement social, qui préfèrent, voilà, payer des pénalités à l'État parce qu'ils ne respectent pas la loi. Mais ça, c'est un scandale, mesdames, messieurs. C'est un scandale. Bon, nous, on est dans les clous. On a fait ce qu'il fallait et on peut en être fiers. Mais encore faudrait-il qu'on impose aux villes qui ne sont pas dans le respect donc du pourcentage de logement social réalisé sur leur territoire, encore faudrait-il pouvoir leur imposer de le faire. Parce que sinon, ce sera toujours le même déséquilibre. Ça, ce sont des vrais sujets. Voilà, mesdames, messieurs. Oui, monsieur Duès, je vous en prie. Et juste deux petites remarques. Pour le logement social, je crois qu'à terme, quand il y aura la construction de tous les logements, le taux il va diminuer de logements sociaux sur Moissy. C'est juste ça. Et par rapport à la sécurité, est-ce que vous avez envisagé des pistes novatrices pour recruter? Parce que on va pas refaire le débat. Hein, on a des 10 postes budgétés, mais on s'en retrouve jamais on s'en retrouve avec 4 ou 5. Donc, est-ce qu'il y a des pistes qui sont envisagées pour motiver des agents à venir, surtout vu le contexte difficile, sécuritaire, et notamment même, on va pas parler des émeutes, c'était général, mais voilà, pour inciter, parce que à un moment donné, si on crée pas quelque chose de novateur pour attirer des agents, on n'aura jamais personne. Et merci d'avoir rappelé cette question. Je sais que vous la posez fréquemment. Écoutez, ce soir, j'avais pas prévu d'en parler et je le fais sous couvert de l'administration de monsieur Gibault, mon directeur de cabinet, qui recrute donc des policiers municipaux en lien avec les services des ressources humaines. Plutôt des bonnes nouvelles, monsieur Duès, plutôt des bonnes nouvelles. Je parle sous votre contrôle, sous ton contrôle, Bastien, mais aujourd'hui, nous aurions 9 postes occupés au 1er janvier. Donc oui, on a pu recruter ces derniers temps. On a peut-être un peu amélioré le profil donc de nos fiches de poste, peut-être en acceptant que nos fonctionnaires municipaux travaillent un peu moins tard le soir. Mais pour le coup, cela nous a rendus plus compétitifs par rapport à l'offre d'autres villes, sachant que sur le point de vue des rémunérations, nous sommes dans une très bonne moyenne. Et puis peut-être que, ça y est, il y a peut-être un peu plus de formation d'agents de police municipaux. Il y a aussi des transferts, c'est-à-dire que des policiers nationaux se tournent de plus en plus vers les villes. Voilà, il y a différents comme ça, je dirais, phénomènes qui se passent, qui font que, en revisitant un petit peu l'organisation donc de notre police municipale, qui n'est que complémentaire des missions de la police nationale, en reformatant un petit peu leurs missions, oui, aujourd'hui, on a de bonnes nouvelles en matière de recrutement. Voilà, donc ça c'est bien.
il faut le souligner. Vous savez aussi que la sécurité dans une ville, ça n'est pas que les postes, c'est aussi tout un ensemble en matière de vidéoprotection. Et là aussi, on s'est engagé. On avait organisé récemment une réunion publique sur ce thème, donc avec les collègues de la police nationale. On va s'engager sur, je crois, 25 caméras supplémentaires à Moissy-Cramayel, ce qui fait qu'on en aura pas loin de 50, donc d'ici 3 à 5 ans, 3 à 4 ans, pardon. Donc voilà, donc on renforce, si vous voulez. Vous savez qu'on a mis aussi en place, et on y reviendra, un dispositif pour contrôler les dépôts sauvages. Et ça fonctionne bien. Bon, c'est pas le lieu ce soir, mais sachez que ça fonctionne bien. Donc voilà, j'allais dire, en mettant en place un certain nombre de mesures de ce type, en faisant appel au réseau des voisins vigilants, voilà, je dirais qu'on améliore notre efficacité, mais surtout, tout comme vous, on attend en effet donc des recrutements importants, satisfaisants d'ici le mois de janvier. Donc merci d'avoir posé cette question, Monsieur Duez. Voilà, mesdames, messieurs, si toutes les questions ont pu être posées ou réactions exprimées, je vous remercie. Je vais soumettre donc l'approbation de cette présentation des orientations budgétaires au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Duez, Monsieur Durual. Pardon. D'accord, donc 2 abstentions, Monsieur Duez, Madame Bamy et Monsieur Durual. Très bien. Merci, mesdames, messieurs, merci pour cette large confiance. Voilà, nous allons aborder donc le point suivant. Il s'agit du partenariat entre la commune de Moissy et l'Union départementale des associations familiales dans le cadre de l'opération Lire et faire lire. Betty Yamou. Bonsoir à tous. Merci Madame la maire. La commune de Moissy-Cramayel a un partenariat avec la Ligue de l'enseignement de Seine-et-Marne qui permet aux jeunes publics fréquentant la maison de la petite enfance et l'espace arc-en-ciel de bénéficier du programme national Lire et faire lire. Au vu des disponibilités limitées de l'intervenante, de la proposition de l'UDAF 77 d'offrir également des ateliers lecture pour la mise en œuvre de l'opération Lire et faire lire aux enfants accueillis à la crèche collective Les Coquelicots. Et afin que la commune de Moissy-Cramayel puisse s'associer avec l'UDAF dans le cadre de ce dispositif, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame la maire à signer la convention en annexe au projet de délibération. Merci, il s'agit de la crèche donc cette fois-ci, c'est ça? C'est ça. Voilà, très bien. Les Coquelicots. Parfait. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ce partenariat? Je ne vois pas de vote contre. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci, Betty. On revient aux finances avec une délibération modificative numéro 1. Julien. Merci Madame la maire. Donc après l'adoption du budget et du budget supplémentaire, proposition d'une décision modificative qui s'équilibre en fonctionnement à 110 976 € et en investissement à 244 584 €. En matière de fonctionnement, différentes recettes, des subventions du fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique pour la prise en charge de certains équipements ou bilan de compétences pour des agents de la ville, des remboursements d'assurance, 2 remboursements d'assurance pour un abri voyageur au Noyer-Perrot et pour les dégradations du poste de police municipale durant les émeutes de fin juin, début juillet, et également quelques remboursements de la part de l'assurance statutaire. On retrouve aussi de la CPAM et un remboursement d'avoir d'EDF, donc pour 110 976 € au total. En matière de dépenses de fonctionnement, un certain nombre d'opérations qui viennent s'équilibrer avec les recettes. Donc les crédits au titre du fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap, de l'autofinancement sur les remboursements d'assurance pour les dégradations que nous avons connues, une subvention pour un spectacle, le problème Spinoza, qui a eu lieu à la Rotonde, un ajustement de la prévision de la dotation aux amortissements pour 8 000 €,
J'en parlais dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. On ajuste la prévision de dépenses sur la restauration municipale, plus 69 553 euros, conséquence de l'inflation, mais aussi, je le disais, de la fréquentation en hausse, 350 enfants par semaine en moyenne en plus. Un ajustement à la baisse sur l'eau, moins 25 000 euros. Et différents des frais de gestion pour le contrat d'assurance groupe, et également au titre des dépenses de fonctionnement, un abondement de 5 000 euros de la subvention du CCAS en vue d'augmenter les aides aux familles de la commune. Également en matière de fonctionnement, on modifie le tableau des subventions pour le comité d'entente des anciens combattants. Celles et ceux qui étaient présents le 11 novembre ont pu voir leur beau et nouveau drapeau. Puisque les drapeaux étaient un peu usés. Un abondement pour le collectif Roumanie, puisque le jumelage s'est relancé, enfin, un voyage a eu lieu cette année, et les 5 000 euros du CCAS que je viens d'évoquer. Donc, 110 976 en fonctionnement. En matière d'investissement, principalement 2 ajustements de la taxe d'aménagement et de la dotation aux amortissements, 8 000 euros qui viennent s'équilibrer. Il y a un gros montant sur les 244 000 euros d'investissement, c'est 226 523 euros. Ce sont des écritures d'ordre afin de réintégrer les frais d'études dans les travaux qui ont été réalisés. Ça nous permettra de récupérer du FCTVA l'année prochaine. Donc, plutôt une bonne nouvelle que d'aller récupérer ce FCTVA. Et en matière de dépenses d'investissement, l'acquisition d'armement pour la police municipale, on en parlait, c'est une des conséquences. L'installation de l'abri voyageur au Noyer-Perrot, un renouvellement de barrières pour le service voirie et l'écriture d'ordre donc pour nous permettre de récupérer le FC TVA. Merci Julien, c'est précis. Y a-t-il des questions? Non, je n'en vois pas. Parfait, je passe au vote. Des abstentions? Donc, Monsieur Duez. Des oppositions? Donc, une abstention, Monsieur Duez. Je vous remercie. Alors, ensuite, l'attribution d'une subvention en faveur de l'Association française contre les myopathies, AFM Téléthon. Chaque année, maintenant, nous prenons cette décision. Julien, je te laisse rapporter. Oui, donc décision pour l'AFM Téléthon. La première subvention date de 2020. Vous le saviez, contexte sanitaire catastrophique. Les événements n'avaient pas pu se tenir. Nous avions alloué à l'époque 7 000 euros à l'AFM Téléthon. Et depuis 2021, nous reconduisons 3 000 euros à l'Association française contre les myopathies. Pour une raison aussi très simple, c'est que l'AFM est sur le territoire de Grand Paris Sud. Je crois qu'on est nombreux à qui ça tient à cœur autour de cette table. Donc, reconduction de la subvention de 3 000 euros. Merci Julien. Il faut aussi noter bien sûr les multiples initiatives dans les écoles. Je pense singulièrement aux équipes éducatives qui organisent au sein des écoles, selon des règles de sécurité très strictes. Donc, en tout cas, quand même des initiatives avec le soutien des parents d'élèves, voilà. Et chaque année, cela permet une bonne coordination des équipes éducatives et aussi de récolter des sommes importantes. Voilà. Sur cette subvention, c'était donc la somme que nous avions inscrite, je crois, précédemment. On vous propose de reconduire le montant de cette subvention. Y a-t-il des observations, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Alors, la maison médicale, on en a déjà beaucoup parlé. Bon, même s'il s'agit d'une délibération relativement technique, mais il est important de la prendre. Patrick. Merci Madame la maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous soumettons à votre approbation le projet d'un centre médical. C'est un projet très attendu de la part de beaucoup de Moisséens qui n'ont plus de médecin traitant, comme vous le savez. Je pense que vous connaissez aussi la désertification médicale et Moissy se positionne en queue de peloton. L'ARS nous a placés en zone prioritaire. Par ailleurs, on a beaucoup travaillé, on a rencontré beaucoup de médecins et pour attirer de futurs médecins, il fallait pouvoir proposer des locaux adaptés et bien placés. La tendance actuelle n'est plus l'exercice en libéral, mais plutôt un exercice salarié. Les médecins souhaitent plutôt cette formule-là. Donc cette maison médicale répond à un besoin urgent pour la ville en termes d'offres de soins en médecine générale.
C'est aussi un de nos sujets de projet de campagne lorsqu'on nous a été élus. Donc c'est une réelle opportunité pour y réaliser ce projet. Par sa localisation, c'est en entrée de ville. Ce sera situé à 1,4 km de la gare, donc facile d'accès pour les Moisséens, et situé également devant un arrêt de bus. Donc ainsi, il sera facile d'avoir accès aux soins médicaux dont on montant à Moissy. Donc cette maison médicale va faire une superficie de 249 mètres carrés. Elle est située à l'îlot Rosenfeld, au 74 avenue Jean Jaurès, Moissy-Cramayel, donc en face de la cité du Parc. Elle est réalisée par la société Pitchimo. Il y aura également 11 places de stationnement prévues, dont 2 en PMR. Ça permettra donc de prévoir entre 6 et 7 cabinets médicaux de généralistes, plus un secrétariat et les salles d'attente attenantes. Pour ce projet médical, le coût de l'acquisition est de 688 000 €, soit en hors taxe, soit en TTC, 825 000 €, plus les frais notariés. Voilà. Donc, si vous avez... Merci Patrick, oui. Comme je le disais, c'est vrai que tu as commencé un petit peu à aborder, j'allais dire, le fond plus que la forme. Là, c'est la forme. Il faut bien trouver des locaux pour que des médecins, des praticiens puissent travailler dans de bonnes conditions. Et c'est le gage pour une ville d'être attractive vis-à-vis de la pénurie de médecins. Mais la pénurie de médecins, malheureusement, elle est globale, totale pour l'ensemble de la France, singulièrement pour le département de Seine-et-Marne. Je crois qu'il est un des plus sinistrés. Voilà, 98e position. J'avais une réunion ce matin à l'agglomération avec la vice-présidente du conseil départemental de Seine-et-Marne en charge de la santé. Donc, on évoquait malheureusement ce triste panorama. D'ailleurs, aujourd'hui, le conseil départemental se mobilise pour soutenir les villes comme les nôtres en redéfinissant, je dirais, sa politique de subventionnement, là encore. J'ai bon espoir que pour notre futur centre de santé, qui prendra place dans ces locaux, que nous allons donc vous demander, dont nous allons vous demander d'approuver l'acquisition. Donc j'ai bon espoir que nous décrocherons aussi une subvention en termes de fonctionnement. Voilà. Donc ça, je le disais, c'est l'enveloppe, c'est nécessaire, c'est indispensable. Il nous fallait des locaux qui n'existaient pas sur notre ville. Donc la ville se lance dans cette acquisition. C'est une bonne acquisition, voilà, 249 mètres carrés. Donc pour un prix de 688 000 €, je crois, hors taxe. C'est un prix tout à fait convenable. Nous sommes aidés d'ailleurs dans cette acquisition par une subvention de l'agglomération Grand Paris Sud, dans le cadre donc des relations financières entre l'agglomération et la ville. Voilà. Ensuite, la seconde étape que nous attendons tous, et qui interviendra sans doute en début d'année prochaine, ça sera de passer une convention avec une équipe qui fera fonctionner cette maison médicale, qui peut-être sera en capacité de salarier des médecins généralistes, qui recrutera des personnels administratifs. Donc aujourd'hui, c'est le dossier que nous travaillons avec Patrick Necker, en lien avec l'Agence régionale de santé, que nous avons rencontré la semaine dernière. Voilà, en lien avec des porteurs de projets qui travaillent avec nous maintenant depuis de longs mois. Et il est certainement trop tôt ce soir pour dévoiler ce projet médical. Restons prudents. Et puis, pourquoi pas le reconnaître, il y a une certaine compétition entre les villes. Donc, nous préférons, Patrick et moi-même, être tout à fait rassurés sur l'accrochage donc de ce projet de centre de santé qui prendra place dans ces locaux avant de vous en dire plus. Mais vraiment, maintenant, l'échéance se rapproche. Nous avons bon espoir qu'en début d'année prochaine, nous pourrons cette fois délibérer sur un conventionnement qui concernera le fonctionnement de cette maison de santé. Voilà, donc pour le moment, j'allais dire, contentons-nous d'acheter ces locaux dans des conditions qui sont tout à fait satisfaisantes, sous couvert bien sûr de l'estimation des domaines, n'est-ce pas, Madame la Directrice Générale? Voilà, ce ne sont pas des chiffres qui sortent de notre chapeau, évidemment. Voilà, sur cette acquisition,
Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Duez. Oui, juste une petite question, parce que c'est quand même un investissement de plus de 800 000 euros sur quelque chose dont on ne sait pas les tenants, les aboutissants, on ne sait pas le nombre de médecins, on ne sait pas le conventionnement. En fait, il faut vous croire sur parole, hein, je vous crois. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, il faut trouver les médecins. Monsieur Necker, vous disiez 6 à 7 médecins, il n'y aurait que des médecins généralistes a priori. Voilà, c'est ce qu'on recherche en priorité. En c'est ce qui manque priorité, sur la ville. Et si ce n'est pas des médecins, parce qu'on sait Ce comment sera des médecins généralistes, oui. Enfin, que des médecins généralistes. et peut-être un spécialiste, oui. D'accord, parce qu'on sait comment ça fonctionne au niveau de certaines... Maison médicale, absolument. Oui, voilà, Ah, oui. on peut salarier des médecins retraités, on connaît le système, ils font autant d'heures, on les paye. Non, mais là, le partenariat qu'on prend est vraiment porteur. Enfin, on voit déjà la réalisation qu'ils ont fait dans d'autres communes. Et Oui, mais je comprends, mais vous voyez la réalisation dans les autres communes. Nous, actuellement, on ne voit pas la réalisation des 800 000 euros qu'on va investir. Voilà, non, c'est pas du tout polémique, hein, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais voilà, Monsieur Duez, on peut vous confirmer on rappelle bien la cible. C'est bien des médecins généralistes. Oui, Monsieur Duez, la cible, c'est médecins généralistes. La capacité de ces locaux, c'est 7 bureaux médicaux. Hein. Après, on sait très bien aujourd'hui que les médecins ne travaillent pas comme hier. Hein, la vice-présidente nous le rappelait ce matin du conseil départemental. Aujourd'hui, quand un médecin qui travaillait seul part à la retraite, il n'est jamais remplacé par un médecin qui travaille seul. Jamais. Les médecins travaillent en temps fractionné. Souvent, ils aiment avoir une journée de travail à l'hôpital ou dans d'autres sites. Donc, parlons d'équivalent temps plein, si vous le voulez bien. Hein, parce que deux mi-temps d'un médecin généraliste, ça fait un temps complet d'un médecin généraliste. Donc oui, l'objectif, c'est bien que ces 7 cabinets médicaux, ces 7 bureaux, si vous voulez, locaux médicaux, soient occupés à temps plein. Voilà. Et peut-être par plus de 7 personnes, peut-être par des personnes complémentaires. C'est absolument la cible, oui, bien sûr. De toute manière, l'ARS ne subventionnerait pas une maison médicale qui n'offrirait pas des généralistes. Quand on parle, je suis d'accord avec vous, on parle d'équivalent temps plein, mais on sait très bien qu'un médecin généraliste travaille plus de 35 heures par semaine. En dehors, oui, non, mais bien sûr, mais voilà. Et après, on peut peut-être envisager d'autres pistes. Hein. On peut peut-être chercher même des jeunes moisséens qui se sont lancés dans des études de médecine, leur permettre même de subventionner une partie de leurs études. Eh bien, cette association va le permettre, vu qu'en plus on est bien placé sur la faculté de Créteil. Donc en fait, des étudiants pourront venir en formation, en stage avec des... Bien sûr, oui, non, mais moi je parlais aussi de subventionner des médecins qui s'engageraient à venir faire par exemple 2, 3, 4, les 4 premières années de leur médecine généraliste dans notre ville, en les aidant, en subventionnant une partie de leurs études. Ça, c'est envisageable. Je pense qu'il y a des candidats qui sont un peu... qui ont des candidats boursiers qui peuvent demander... qui peuvent avoir une aide de la ville, une sorte d'allocation en s'engageant. Ça peut se faire et ça se fait. Ça peut être aussi des pistes pour, pas pour remplir les cases, au contraire, mais peut-être même fidéliser un médecin qui s'installerait peut-être même en dehors un médecin généraliste, un jeune qui veut s'installer sur notre territoire. Et je pense qu'il faut les inciter parce que malheureusement, un des leviers les plus importants, c'est le levier financier parce qu'on sait très bien que les études sont longues et comme vous disiez, le médecin généraliste il y a 30 ou 40 ans, c'est pas le même médecin généraliste aujourd'hui. Des jeunes qui s'installent, ils n'ont pas les mêmes envie de pratiquer la médecine d'une façon différente. Ils veulent travailler aussi en groupe. Oui, aussi. Mais attirer toutes les bonnes volontés et inciter pourquoi pas des jeunes médecins par des allocations, ça serait complètement favorable. En attendant, maintenant, on va vous faire confiance là-dessus en attendant le dénouement. Surtout, oui, partenariat, et puis aussi avoir dès que possible les frais de fonctionnement qui vont venir à la commune. Parce que, en fait, on investit 800 000, mais on sait très bien que les frais de fonctionnement, ça va revenir tous les ans. C'est un pari sur l'avenir, mais ça pénalisera aussi les finances à bon escient. Hein. Mais voilà, ça va être un coût. C'est vrai que vous touchez du doigt une vraie question. La santé, c'est pas une compétence des communes, ni même des intercommunalités. Conseil départemental, oui. Voilà. Mais absolument pas des communes. Seulement, c'est un tel problème nationalement, mesdames, messieurs, qui touche absolument toute la population, toutes les catégories de la population, enfin vraiment tout le monde, tous les âges, que finalement, les villes
se sont engagés, plus ou moins, bien sûr, mais voilà, c'est pourquoi moi aussi ne pouvais pas rester les bras croisés et passive par rapport à cette problématique-là, on l'a rappelé. Mais comment, les modalités, c'est vrai que nous sommes en train de travailler actuellement à une convention, en effet, avec des professionnels pour voir dans quelle mesure on peut équilibrer le fonctionnement d'un centre de santé, parce qu'il y a quand même des aides, hein, évidemment. Voilà, caisse primaire d'assurance maladie, région, département, etc. Et puis il y a les recettes intrinsèques à un tel centre de santé. Voilà, moi j'espère bien que il y aura le moins possible d'appels à la ville pour boucler le budget. Bon, un petit coup de pouce au départ, peut-être, mais rapidement, autonomie, hein. Voilà, ils C'est sont quand même toujours- pas notre compétence. On va pas faire payer, sachant que, mesdames, messieurs, je tiens à attirer votre attention qu'il n'y ait pas de déception. Si jamais, moi, si Cramayel arrivait à ouvrir un centre de santé avec donc un certain nombre de praticiens généralistes, mais évidemment que les clientèles des autres villes environnantes vont venir à Moissy-Cramayel. Donc, je veux dire, il peut pas y avoir une logique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas être le budget de notre commune qui finance le fonctionnement d'un centre de santé qui s'adressera par définition à un public beaucoup plus large que celui de Moissy-Cramayel. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table. On le fait en ce moment avec nos partenaires de l'État et du Conseil départemental. Voilà, donc c'est fin, c'est délicat, c'est nouveau. Et il nous faut à la fois répondre aux aspirations légitimes de nos habitants, des populations, tout en préservant l'équilibre de notre financier, de notre collectivité. Voilà, hors de question d'augmenter les impôts parce qu'il faudrait payer des médecins. C'est pas le rôle des villes. Voilà, donc on innove, hein. Je peux vous assurer qu'on innove. Mais c'est pourquoi il faut être très prudent, pardon, de cette prudence. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que qu'on vous demande de nous laisser travailler, avancer. Merci de votre confiance. Je crois que tout le monde sera d'accord pour voter pour l'acquisition de ces locaux, hein. Merci de votre confiance. On espère pouvoir maintenant rapidement revenir vers vous. Voilà. Mesdames, Messieurs, s'agissant de cette acquisition, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Merci pour votre confiance. Merci Patrick. Merci. Voilà. Ensuite, une clôture de procédure de reprise des concessions perpétuelles à l'état d'abandon dans le cimetière communal. Abdelaziz. Ouais. Chers collègues, Madame la maire, ouais, ça concerne, vous comprenez bien, le cimetière, l'ancien cimetière, parce qu'il y en a deux à Moissy-Cramayel. Donc, clôture de la procédure de reprise des concessions perpétuelles à l'état d'abandon dans le cimetière communal. En novembre 2021, une procédure de reprise des concessions à l'état d'abandon a été engagée par la commune. Cette procédure vise à reprendre des concessions au mauvais état ou en état d'abandon. La reprise a commencé, le premier procès-verbal a commencé en 2021, par lequel la maire constate l'état d'abandon et qui a apporté à la connaissance du public et des familles. Donc, un second procès-verbal qui a commencé en 2022, se finit en 2023, réalise un an après, en publicité, par laquelle il est constaté que les concessions sont toujours en état d'abandon. Dans la saisine du conseil municipal qui a appelé alors à décider si la reprise des concessions est prononcée ou non. Donc, enfin, d'un arrêté prononçant la reprise de la commune des terrains affectés et ses concessions. La procédure, au total de 67 concessions qui ont été reprises avec un accompagnement de l'administration avec un géologiste. Donc, pour information aussi, je remercie Irène et Leroy d'avoir accompagné ce projet-là en gestion, sur plan et sur place pour déterminer les concessions qui sont dégradées d'une manière générale et en même temps choisir les concessions les plus dégradées à rénover chaque année pendant 3 ou 4 ans à ordre de 10 à 15 par an. C'est pour ça que je demande, peut-être à Madame la maire et Monsieur le maire adjoint aux finances, une ligne financière pour les années à venir, sachant qu'une concession, en général, coûte entre 1 000 et 2 500 euros
pour la mettre à disposition et en même temps donner un bon paysage à ce cimetière, ancien cimetière, et en même temps mettre à disposition des familles et des citoyens cette concession et en même temps donner une seconde vie, malgré qu'on parle d'un cimetière. Donc, on sollicite l'avis du conseil municipal pour autoriser la maire à reprendre les 67 concessions situées dans l'ancien cimetière communal et dont l'état d'abandon a été régulièrement constaté pour chacune d'entre elles. Voilà. Merci beaucoup, Aziz. Oui, c'est un travail de fourmi et c'est vrai, tu as raison de saluer voilà, l'engagement de l'administration. Identifier toutes ces tombes, se mettre d'accord, contacter les familles, respecter la procédure, c'est long. C'est d'ailleurs tout à fait réglementaire, hein, et il y faut beaucoup de vigilance. Donc, tu as raison finalement de parler de seconde vie. Moi, j'ai envie de parler de respiration du cimetière. Il faut en effet renouveler, permettre aussi à des habitants de Moissy qui souhaitent être enterrés dans l'ancien cimetière, par exemple, hein, mais également maintenant dans le nouveau, car ça concerne également le nouveau cimetière, surtout l'ancien cimetière, donc de permettre à des habitants qui ont à cœur d'être enterrés dans l'ancien cimetière, bien de pouvoir y trouver une place. Voilà. Donc c'était un travail qu'il fallait engager, qu'on a engagé, et aujourd'hui il s'agit donc de cette clôture, de procédure de reprise des concessions perpétuelles à l'état d'abandon. Voilà, donc c'est la sanction d'une étape très très importante. Sachant que ces concessions sont éparpillées sur un plan. Vous voyez un peu le cimetière l'ancien cimetière. Elles ne sont pas alignées, c'est éparpillé d'un côté dans un plan où il faut reprendre par axe, par priorité, pour donner une bonne image urbanistique du plan de masse d'une cimetière. Donc, au niveau paysagiste, c'est important de commencer ce projet-là pour le finir plus tard, suivant les finances de la commune. Oui, alors j'allais y revenir. On sent ton appel du pied vers les finances de la commune. Tu as raison, Aziz. Voilà, il va falloir évaluer ça finement. Je donnerai un exemple. Vous avez certainement en tête l'ancien cimetière. Vous savez, qui sont érigées des chapelles qui concernent notamment les anciens maires. Donc c'est aussi l'histoire de la ville, c'est le patrimoine de la ville. Il y en a 4. Et à ma connaissance, 3 de ces chapelles sont à l'état d'abandon. Donc, on en reparlera et le moment venu, le conseil municipal en délibérera. Mais je pense que si on veut impulser cette démarche patrimoniale, ce serait peut-être bien que la ville mette quelque argent pour réhabiliter ces chapelles. Voilà. Donc, nous en reparlerons le moment venu. Il faudra vérifier que tout le monde soit d'accord. Mais il me semble que c'est au moins d'abord rendre hommage à des personnalités, puis ensuite conserver un cachet. Hein, à ce cimetière qui est ancien, en effet, et auquel il faut conserver une certaine noblesse. Monsieur Durual. Une petite réflexion par rapport au cimetière. Le mur, l'enceinte du cimetière, le mur, donc, toutes ces tuiles, énormément de tuiles sont cassées. Et donc, je pense que ça mériterait une reprise et surtout d'éviter que ce mur, s'il prend l'eau, eh bien, ça pénètre et ça fait tomber les murs. Voilà, mais rien que déjà pour la beauté du cimetière, une reprise de toutes ces tuiles cassées serait la bienvenue. Très bien, bonne remarque. Je pense que l'administration prend note, n'est-ce pas? Monsieur Carrera, voilà, il faut être vigilant en effet, parce que les murs s'abîment très vite s'il n'y a plus un fêtage efficace. Voilà, sur cette clôture de procédure de reprise des concessions perpétuelles, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Et enfin, donc, comme à l'accoutumée, on termine par une modification du tableau des effectifs. Elle est copieuse, cette modification. Elle prend en compte donc des créations suite à des avancements de grade. Il y en a 23, me dit-on, dont 2 promotions internes. Voilà. Donc, c'est l'évolution des carrières des agents qui peuvent donc profiter d'avancement de grade. Donc, c'est bénéfique et profitable pour eux. Avez-vous des questions? Bien, écoutez, je vous propose de délibérer.
sur cette modification du tableau des effectifs? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Votre délibération est approuvée. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Notre conseil municipal s'achève ainsi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous restez à votre place, me souffle l'administration, car il faut signer, en effet. Donc, c'est l'administration qui va passer, c'est ça? Voilà, parmi nous, et nous faire signer les documents qui vont bien. Et je vous donne rendez-vous pour le mois de décembre, le 18 décembre, pour le vote de notre budget 2024. Merci à tous et à toutes.